Bienvenue à une émission en français avec une brève introduction en néerlandais. Mijn naam is Lodewijk de Leu en dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Wat hebben wij in België, Vlaanderen, te maken met de chicorée in het noorden van Frankrijk? Eigenlijk alles. De gebouwen waarin de chicorée werd gedroogd, de asten, zijn niet alleen een kopie van deze in Vlaanderen, ze werden ook opgetrokken door Vlaamse vaklui. En Vlaamse seizoensarbeiders gingen, bijvoorbeeld vanuit Lichtervelde, naar Noord-Frankrijk om in de asten te werken. Een stukje vergeten geschiedenis. Je m'appelle Christian Pett, j'habite Rex-sur-Emme, dont j'ai été maire pendant 17 ans. Et aujourd'hui, si j'ai abandonné mes fonctions, je me consacre en partie de mes loisirs, donc à faire vivre la mémoire de toute l'histoire de la chicorée qui commence en gros au début du XXe siècle pour nous et qui s'est terminée en 1970, puisque après on a l'usine de la maison Leroux qui a pris le relais, et donc toutes les sécheries qui ont fait les beaux jours des agriculteurs de 1900 à 1970, toutes ces sécheries ont cessé leur activité. Donc à l'origine, les agriculteurs français ont pris l'idée chez nos amis flamands, parce que la culture de la chicorée existait déjà à la fin du 19e siècle. Les séchoirs existaient déjà. La meilleure preuve, c'est qu'ici, à Vieille-Église, les séchoirs, les feux sont des feux qui sont fabriqués en Belgique. La fabrique en elle-même, le bâtiment est fabriqué par des artisans belges. Et ensuite, ce sont des saisonniers, donc des ouvriers belges qui viennent la faire fonctionner. Donc toute l'histoire de la chicorée en France est intimement liée à l'histoire de la chicorée en Belgique, qui était précurseur, puisque nous, on n'a fait que copier et importer les bâtiments et les hommes pour obtenir les mêmes résultats. Alors, plus précisément, dans notre secteur, ici, donc la communauté de communes de la région d'Audruic, la plupart des saisonniers venaient d'une commune qui s'appelle Lichtervelde, qui compte à peu près 8500 habitants, qui se trouve à côté de Roselaar. Et ces saisonniers venaient pour toute la saison, donc en gros de début septembre à fin décembre, chaque année, et en général ils revenaient au même endroit, donc dans la même sécherie. Et les équipes, elles étaient constituées par souvent des amis ou des gens de la même famille, donc le père, le frère, donc un fils, et ça constituait des équipes forcément assez homogènes et qui s'entendaient bien. Voilà, donc en ce qui concerne les hommes. Alors, ces ouvriers arrivaient, on va dire de Lichtervelde, mais il en venait des communes environnantes de Lichtervelde. Ils arrivaient forcément à vélo, avec ce qu'on appelle en français le baluchon, c'est-à-dire sur l'épaule un sac avec le minimum de vêtements pour travailler en France. Et ils ne quittaient plus l'entreprise, ils ne quittaient plus la fabrique jusqu'à ce que la saison soit terminée, c'est-à-dire en général à la fin décembre. Mais certaines années, il arrivait qu'à cause du mauvais temps, soit la pluie, soit le gel, la saison devait se prolonger, et auquel cas les ouvriers restaient encore 15 jours ou 3 semaines de plus en France. Donc voilà. Pendant ce temps, les épouses, les enfants des sécheurs vivaient seuls leur vie en Belgique. Et une anecdote, donc l'abbé Joris de Jéguer, je prononce mal sans doute, mais bon, organisait à mi-séjour, il organisait un déplacement en autocar
pour déposer dans chaque sécherie les épouses et les enfants ou les parents des sécheurs, de façon à ce qu'ils puissent passer une journée ensemble au moins pendant les 4 mois que durait l'exploitation. Donc c'était très touchant parce que le soir, après une journée passée ensemble, il fallait à nouveau se séparer et rentrer en Belgique pour les familles et rester sur place pour les ouvriers. Alors il venait surtout parce que le travail était extrêmement pénible, c'est sûr, mais il était très bien payé et compte tenu de la différence de niveau de vie à l'époque, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui, mais compte tenu de la différence de niveau de vie en France et en Flandre, les saisonniers avaient tout intérêt à venir travailler et à passer le maximum de temps au travail pour faire un maximum d'économies pour pouvoir faire vivre le foyer. Donc en 70, la dernière sécherie ferme ses portes et les derniers Belges quittent la France et on ne voit plus personne parce qu'il n'y a plus de nécessité pour eux de venir travailler. Les sécheries ont cessé leurs activités. Et donc 30 années où on est dans l'oubli le plus total. Et puis tout début des années 2000, une poignée de Français se dit mais bon, on a un patrimoine bâti qui est là et qui est en train de disparaître. On a une mémoire qui va aussi disparaître. Et donc il est peut-être urgent de se remettre en mémoire comment ça fonctionnait et de réhabiliter sur la soixantaine de sécheries qui existaient dans le coin, d'en remettre au moins une en état pour que les générations futures voient un petit peu ce qui se passait 30, 40, 50 ans et plus auparavant. Donc l'abbé de Jéguer qui venait de temps en temps en France pour visiter ses anciens amis qui étaient pour la plupart des agriculteurs patrons de sécherie. Un jour, en rendant une visite en France, voit un panneau publicitaire mois d'octobre prochain, fête de la chicorée. Et donc ça l'a interpellé en se disant fête de la chicorée, mais ça fait 30 ans qu'on ne vient plus, ça fait 30 ans qu'on ne parle plus de sécherie. Qu'est-ce qui se passe avec une fête de la chicorée? Donc il s'est renseigné et on était très très peu, mais on était quand même une petite quinzaine à débuter les premiers travaux, les premières recherches, les premières opérations pour remettre à l'honneur toute cette activité qui avait disparu et qu'on risquait d'oublier. Donc grâce à lui côté belge, grâce à la poignée de mordus côté français, on a retissé des liens. Et on s'est dit, mais peut-être qu'il existe encore à Lichtervelde des gens qui venaient travailler en France, ce qui était le cas. Donc notamment Albert Suypen qui a donné son image pour construire le géant qui est là à l'abri. Et donc d'année en année, le mouvement a pris de l'ampleur et il a fallu 7 ou 8 ans pour refaire connaissance, pour jauger de la capacité, de la faisabilité de nouer des liens plus solides. Et en 2008, donc ça a pris 7 ou 8 ans, en 2008, les deux territoires, donc la communauté de communes en France et la commune de Lichtervelde en Flandre, a signé une convention de jumelage et le jumelage officiel était né. Et donc à partir de 2008, on a eu des échanges qui ont eu rapport avec les activités phares qu'on retrouve des deux côtés de la frontière, donc par exemple le vélo, avec la musique, puisqu'on retrouve des sociétés de musique chez nous et chez vous en Belgique, des cyclistes évidemment, des chorales, des marcheurs. Voilà, l'origine de tout ça, c'est la culture de la chicorée, les sécheries, et les ouvriers belges qui venaient travailler dans les sécheries.
Voilà, ça, c'est le point de départ, hein. Et aujourd'hui, on a élargi considérablement le champ d'action, hein. 2 mots pour dire que fait-on de la chicorée en fait, hein. Donc pendant la dernière guerre mondiale, donc de 1939 à 1945, toute la planète était en guerre, hein, que ce soit les Japonais, les Américains, les Allemands, les Français et les Belges. Le café qui n'est pas produit en Europe était donc défaillant et manquant dans toutes les familles. Donc les gens ont substitué le café et l'ont remplacé par les grains de chicorée, hein, qui faisaient office de café. Sachant que avant la guerre et après la guerre, ils ont continué à mettre les petits grains de chicorée en plus avec le café pour faire un mélange qui est peut-être un petit peu moins fort et un tout petit peu plus parfumé que le café pur et dur. Voilà, mais aujourd'hui, on le trouve sous la forme soluble, on le trouve sous la forme liquide, et ça entre dans des préparations culinaires. Alors on trouve des glaces à la chicorée, on trouve des biscuits, donc des gâteaux à la chicorée. Les cuisiniers agrémentent leur sauce de chicorée, et il y a même une bière qui est brassée à Saint-Omer. Bon, elle n'est pas brassée en permanence, mais quand c'est la fête de la chicorée, il y a les brasseries de Saint-Omer qui font quelques fûts de bière aromatisés à la chicorée. Donc ça peut intéresser des 2 côtés de la frontière. Voilà, oui, pour savoir ce que devient la chicorée. Alors il faut savoir que la chicorée telle qu'on la consomme, elle subit une transformation, parce que nous, les sécheries permettaient de créer les cossettes, qui étaient donc la racine déshydratée. Mais cette racine déshydratée, elle doit être torréfiée, c'est-à-dire grillée entre guillemets dans un four, hein, de façon à devenir le produit consommable. Alors que la cossette, à l'état brut, c'est un produit intermédiaire, hein. Donc faut pas croquer des cossettes, même si c'est pas mauvais. C'est pas mauvais pour la santé, mais c'est pas vraiment bon. Par contre, la chicorée torréfiée, ouais, c'est le produit qui est consommé, hein. Voilà, préciser ça.